Jean-François Routier, Pascal CV. Un retour à la maison 100% Rive-Sud. Jusqu'à 18h. Les Incorrigibles, OFM 101.5. 17h11 lundi de la semaine passée, il y a 2 citoyens qui sont débarqués dans nos studios parce qu'ils étaient... Ils ont été témoins d'une scène. Oui, impliquant un piéton. Oui. Et un véhicule. Donc, le piéton est percuté par la voiture et à partir du moment où le 911 est appelé, les citoyens ont été témoins de la découverture du service ambulancier pour Sainte-Marie. Et là, ces gens-là, avec raison, étaient insultés de voir qu'on manquait de couverture puis n'arrivaient pas à comprendre pourquoi. D'autant plus qu'ils avaient vu un véhicule sur la route Saint-Martin, un véhicule ambulancier. Alors là, on comprenait pas pourquoi on avait dû faire venir une ambulance de Saint-Joseph. Faut mettre plein de choses en perspective. C'est complexe, ce secteur d'activité-là. Notre prochain invité est directeur aux opérations chez Cambie, la Corporation ambulancière de Beauce incorporée. C'est ce que ça veut dire, Cambie. C'est M. Pierre Nadeau. Bonjour, M. Nadeau. Bonjour, M. Routier. Comment ça va? Ça va très bien, merci, vous aussi. Ben oui. La semaine passée, les propos de ces auditeurs-là et nos propos vous ont fait réagir chez Cambie. D'ailleurs, on s'est rencontrés vendredi parce qu'il y avait des choses qu'on comprend pas ou qu'on ne connaît pas. C'est pour ça qu'on a provoqué une rencontre ensemble. OK, oui. D'entrée de jeu, est-ce que ces citoyens-là avaient raison de s'inquiéter ou d'être mécontents de la couverture ambulancière pour Sainte-Marie? Ben, je pense qu'au niveau de la couverture ambulancière, oui, on peut peut-être se poser quelques questions. Peut-être que la formule actuelle qu'on utilise au niveau du ministère pour évaluer les besoins, peut-être qu'elle n'est pas optimale. Sauf que je pense qu'il y a d'autres éléments qu'on doit greffer à ça, autre que toujours penser qu'on doit avoir plus de véhicules. Parce que peu importe la quantité de véhicules qu'on aura, c'est sûr et certain qu'à un moment, ça prend une couverture minimale, mais c'est sûr et certain qu'à un moment donné, que ce soit le ministère ou autre, ne peuvent pas ajouter des ressources sans arrêt non plus. C'est que je pense qu'il faut garder plus d'éléments que rien que le nombre de véhicules qu'il y a à Sainte-Marie. Bon, on va, avant de passer aux autres sujets, parce qu'on en a une bonne liste, M. Nadeau, j'aimerais ça qu'on revienne sur l'événement de lundi passé. Il est 11h40. Comment se fait-il qu'on doit faire venir une ambulance de Saint-Joseph alors qu'on en a sur le territoire de Sainte-Marie? À ce moment-là, il y avait 2 véhicules sur le territoire de Sainte-Marie. Il est rentré 2 appels juste avant l'appel pour l'accident. Donc, quand l'appel pour les accidents ont été placés, quand l'appel pour l'accident a été placé à la centrale 911, malheureusement, les véhicules avaient déjà effectué leur prise en charge et étaient en direction vers le centre hospitalier de Lévis avec des patients. C'est sûr et certain que si l'appel aurait rentré quelques secondes avant ou quelques minutes avant que les techniciens prennent les patients en charge, ben à ce moment-là, on peut dévier les véhicules si l'urgence est prioritaire. Exemple, un accident de la route, pour nous, c'est une priorité 1 qu'on appelle, c'est quand même prioritaire. Donc, les véhicules auraient pu être déviés. Sauf qu'à ce moment-là, les 2 véhicules de Sainte-Marie avaient déjà pris en charge des patients. Les patients étaient déjà à bord et se dirigeaient vers le centre hospitalier de Lévis. Puis là, les 2 citoyens nous ont dit, on a aperçu un véhicule ambulance, une ambulance sur la route Saint-Martin. Comment ça se fait que c'est pas elle qui a répondu à l'appel? Ben c'est ça. Suite à votre reportage, nous, on a fait les vérifications. Puis le véhicule que les citoyens ont aperçu, c'est un véhicule qui était hors service. C'est un véhicule qui était conduit par notre personne qui est responsable à l'entretien des véhicules. C'est sûr que là, ils l'ont vu peut-être un petit peu de loin. Ils n'ont pas pu voir l'annonce comme de quoi que le véhicule était hors service. Mais c'était pas des paramédics qui étaient à bord de ce véhicule-là à ce moment-là. C'est un mécanicien? Oui, c'est ça. C'est une personne qui s'occupe de l'entretien de nos véhicules. Donc, lui ne pouvait pas donner ou apporter des soins ou prendre un patient en charge parce qu'il n'a pas la formation pour le faire. Absolument. Puis c'est pour ça aussi que la loi nous oblige à mettre le véhicule hors service à ce moment-là. C'est pas un paramédic qui est à bord, on doit afficher une enseigne comme de quoi que le véhicule est hors service. M. Nadeau, je vais vous poser une foule de questions. S'il y en a que vous voulez pas répondre, vous me le dites, vous voulez pas répondre, mais je suis convaincu que vous allez y répondre. Est-ce que, comme citoyen, on appelle les ambulances pour rien? Des fois, ça arrive-tu, ça, qu'il y a un transport qui va être effectué vers un centre hospitalier, que ça aurait pu être fait
en taxi ou avec un membre de sa propre famille? Oui, je vous dirais que malheureusement, ça l'arrive, puis quand même assez souvent. Ce qui arrive, je crois, c'est que la population confonde peut-être à l'occasion le besoin de consulter versus le moyen de transport utilisé. Je comprends que dans des situations, des fois, exemple, comme une douleur abdominale depuis quelques jours, le patient a besoin de consulter. Sauf que on se pose pas souvent la question, est-ce que le mode pour aller consulter, c'est vraiment l'ambulance qui est le mieux d'utiliser. Malheureusement, on a beaucoup d'appels que ça ne nécessiterait pas nécessairement un transport par ambulance. Oui, ça nécessite, c'est un motif de consultation pour un médecin, mais c'est pas nécessairement un transport ambulancier que ça prendrait dans ces situations-là. Dans ces cas-là, est-ce qu'on peut dire que vous ne servez uniquement de taxi, M. Nadeau? Oui, ça arrive à l'occasion, malheureusement, toujours trop souvent au goût des paramédics, mais oui, souvent on peut arriver sur les lieux, les gens nous attendent avec leur valise, tout est préparé, les gens circulent dans la résidence. Attendez un peu, ils vous attendent avec la valise? Oui, ça arrive. Mais je suis convaincu qu'il y aurait sûrement, c'était pas un cas d'urgence. Parce que l'ambulance, c'est pour des transports d'urgence. Normalement, c'est ce qu'on croirait, sauf que la problématique qu'on a actuellement, puis à la défense des citoyens, c'est que c'est peut-être ils n'ont pas beaucoup d'autres alternatives. Il y a soit nous autres ou le taxi, des transports de type adapté. Ils n'ont pas beaucoup accès à ça, les citoyens. Puis malheureusement, présentement, ce qu'on voit, c'est que la gratuité des transports, exemple, pour les 65 ans et plus, est surtout accordée au transport par ambulance. Peut-être que ça peut se faire qu'il y aurait une gratuité par taxi, mais du moins, c'est moins publicisé si ça l'est. Non, mais attendez un peu. On va faire un parallèle, M. Nadeau. Combien ça coûte un transport en ambulance vers le CH? Ça dépend. Si vous voulez avoir... je vais vous donner le coût réel d'un transport. Le coût réel d'un transport ambulancier, quand on regarde ce que le système coûte versus le nombre de transports au Québec, le coût réel d'un transport ambulancier est de 890 890 que ça coûterait normalement. Oui, c'est bien ça. Mais c'est pas ce qu'un citoyen paie. Non, le citoyen actuel, il paye à peu près le 1/5, je vous dirais, du coût réel du transport. Qui paye la différence? C'est le ministère qui assume la différence. Le ministère de la Santé paye la différence entre le coût réel et le coût facturé au client. Oui, parce que dans le dernier rapport qui est sorti, si on regarde ça un petit peu, c'est un coût, le préos de 516 millions au Québec. Le ministère en assure 419 millions sur 516. 419 millions, dans le fond, c'est payé par tous les citoyens qui payent des taxes et des impôts? Oui, c'est pas mal ça. C'est sûr qu'il y a d'autres agents payeurs, mais c'est quand même en grosse majorité le ministère qui absorbe les coûts. Là, il paye en grande partie pour l'ensemble des citoyens via la CSST, via la Société de l'assurance automobile du Québec, la Régie des rentes, l'aide sociale. Mais y a-t-il une clientèle qui paye vraiment le prix juste? Ben, si on regarde sur le budget de 500 millions dans le dernier rapport, ils ont évalué que 25 millions étaient payés par les usagers. Les autres, c'est tous des organismes, souvent qui est relié au niveau du ministère. Ça n'a pas de bon sens. Ben, c'est ça. C'est pour ça que je pense que c'est important d'essayer de sensibiliser les gens, d'utiliser le service. Je comprends bien là, quand la situation est aiguë, qu'une personne a un malaise thoracique, une personne présente une difficulté respiratoire subite, que ça prend l'ambulance, puis il faut pas hésiter à la demander dans ces situations-là, parce que malheureusement, on voit des décès qui auraient pu être prévenus parce que les gens ont décidé d'y aller en auto. Sauf que il y a plusieurs situations également que ça dépend des personnes, mais d'autres qui appellent de façon beaucoup plus rapide, puis malheureusement, ça surutilise les véhicules. Donc, quand il arrive une situation d'urgence, bien souvent, le véhicule n'est pas disponible, là où les véhicules du secteur ne seront pas disponibles. Parce qu'il y a une auditrice qui vient d'appeler qui disait, je pense que vous l'avez abordé un peu en début d'entrevue, que certaines personnes utilisent l'ambulance parce que ça devrait aller plus vite côté des urgences. Donc, au lieu d'attendre 4 heures, on va passer peut-être plus rapidement. Et pourtant, c'est une mauvaise croyance parce que même si vous arrivez par ambulance, vous devez passer au système de triage. Ça arrive souvent, nous, qu'on arrive avec les patients dans les centres hospitaliers. Les patients arrivent sur ambulance, puis rendus à l'urgence, quand ils ont passé au triage, la personne au triage demande aux patients de se relever puis d'aller attendre dans la salle d'attente. Donc, même si vous arrivez par ambulance,
on procède au même système que le citoyen qui arrive par la porte en avant. C'est qu'on doit passer au niveau du triage. Oui, mais M. Nadeau, là, les techniciens ambulanciers, les paramédics sont autorisés, habilités à faire des constats de décès. On l'a vu, entre autres, dans le cas de l'ancien député Michel Guimond, exact. Mais est-ce que vous avez le droit de refuser un transport pour quelqu'un qui, vous arrivez à un appel, puis la personne, je sais pas, moi, elle a une entorse au coude, elle est capable de se déplacer puis de marcher. Est-ce que vous êtes autorisé à refuser un transport? Non, malheureusement, actuellement, on ne peut ni refuser ni référer, parce que c'est sûr et certain que refuser, exemple, à un patient d'aller consulter, il y a un risque. Mais on devrait, au moins, à mon avis, pouvoir référer, de dire à la personne, votre état ne nécessite pas un transport par ambulance. Oui, vous avez peut-être besoin d'une consultation avec un médecin, sauf que votre état actuel ne nécessite pas un transport par ambulance. Mais ce pouvoir-là, présentement, les techniciens ambulanciers paramédics ne l'ont pas. Donc, les gens qui demandent l'ambulance, nous devons, même si, selon notre avis, certains transports ne nécessitent pas une demande d'ambulance, nous devons les transporter à ce moment-ci. Du côté du bulletin de nouvelles de TVA Québec, il en sera question ce soir, là, le ministère de la Santé veut augmenter les tarifs aux personnes aînées, puis on dit que dans la région de Québec, c'est à peu près 40% des appels, ce sont des gens du 3e âge. Êtes-vous d'accord avec ça? Dans la dernière année, il y a 61% de nos appels qui étaient des personnes de plus de 65 ans. 28% des appels étaient entre 30 et 64 ans. Donc, oui, ça représente une grosse augmentation. Sauf que je suis d'accord avec ça, peut-être parce que ça fait longtemps que ça n'a pas été revisé au niveau de la facturation. Mais malheureusement, ça pourrait avoir un effet inverse. Je voudrais pas que les gens qui ont, exemple, une personne de 50 ou 60 ans qui a un malaise cardiaque hésite d'appeler parce que lui il a à payer son transport et que c'est trop cher. C'est surtout pas le message que je voudrais que les gens reçoivent, parce que il y a des situations, comme je vous disais, qui sont aiguës, qui nécessitent vraiment un transport par ambulance. Monsieur Nadeau, vous avez entièrement raison. Puis oui, c'est vrai que c'est pas le message qu'on voudrait que les gens retiennent, mais à l'opposé, comme vous l'avez si bien dit tantôt, quelqu'un qui fait de la fièvre depuis 2-3 jours, qui a un état grippal, et quand vous arrivez avec la civière, la valise est déjà prête, cette personne-là, est-ce qu'elle avait vraiment besoin d'un transport ambulancier? Non, absolument pas, effectivement. Puis ça, je pense que c'est, à mon point de vue, l'endroit où on doit travailler le plus, parce que oui, c'est beau d'ajouter des ressources où il en manque, mais à un moment donné, il y a une limite aussi à la capacité d'ajouter des ressources. Mais tantôt, vous avez fait des statistiques là en termes de raccompagnement des personnes aînées, tout ça. Je vais vous poser une question bête, mais est-ce que vous êtes convaincu que vous avez fait des transports, dans certains cas, pour rien, au détriment de la vie de personnes qui en avaient vraiment besoin? Que les véhicules étaient utilisés sur des appels non urgents? Oui. Oui, absolument. Je vais vous donner quelques exemples. C'est pas rare qu'on reçoit des appels, M. Routier, pour personne qui a de l'insomnie depuis 2-3 jours, une personne qui se sent anxieuse. Mais c'est sûr et certain qu'à ce moment-là, si le véhicule est utilisé pour ces types de transports-là, mais s'il arrive une urgence vitale, ben malheureusement, le véhicule n'est pas disponible pour l'urgence vitale. On pourrait pas avoir un centre de tri un peu comme dans les hôpitaux? Ben, on a un pour les priorités actuellement. C'est sûr qu'il se fait présentement à certains endroits des études et recherches, à savoir si on pourrait pas référer les patients à un autre type de transport. Mais actuellement, non, il n'y a rien sur ça. La seule chose qu'on peut trier présentement, c'est la priorité de l'appel. On doit répondre actuellement à tous les appels qui sont placés. Dans l'ordre de priorité? Oui, selon l'ordre de priorité qui a été émise à la prise d'appel. Combien d'appels par année en Beauce? Oh mon Dieu, attendez-moi, je vais vous dire ça exactement. Dernière année, 13 230. 13 230 appels? Oui. Pour combien de véhicules ambulanciers, savez-vous? Véhicules ambulanciers, ben c'est sûr et certain qu'il faudrait les compter par zone, là, mais ici, en Chaudière-Appalaches, je vais vous poser une question rapide. Laissez-moi faire un petit décompte. Je vous dirais peut-être une vingtaine de véhicules, 24 véhicules. Là. Ça commence à faire du millage, ça? Oui, il y a du millage, c'est ça. C'est pas seulement que le type, c'est pas seulement que le nom, mais on a la distance à parcourir également quand on travaille dans un milieu semi-urbain ou rural comme nous.
à ce moment-là, il y a plus de distance à parcourir. Sur un autre ordre d'idée, j'ai eu un appel d'un auditeur maintenant qui me demandait est-ce que les ambulanciers pourraient, ceux qui sont sur appel, là, qui sont en quart de travail, pourraient avoir l'ambulance directement dans leur cours, question de répondre aux problèmes, là, répondre à l'appel rapidement? Oui, cette façon de faire-là est permise. Sauf qu'il faut faire attention naturellement lorsque, dans la période hivernale, ça l'oblige à avoir un système de chauffage qui est connecté à partir de la résidence du paramédic, parce qu'il y a des médicaments à l'intérieur qui peuvent pas tolérer des variantes de température trop élevées. C'est sûr que des soirs comme à soir, ça pourrait être difficile, donc il faut absolument que le système de chauffage soit fonctionnel, mais oui, c'est permis, cette façon de procéder-là. Est-ce que si on regarde globalement notre région, est-ce qu'on est désavantagé par rapport à d'autres régions? Est-ce que des secteurs de la province de Québec comparables aux nôtres, est-ce qu'on est dans les normes, M. Nadeau? Ben, je vous dirais que quand on regarde la littérature, il y a peut-être des régions qui sont mieux couvertes que nous. Comme je vous disais d'entrée de jeu, la formule actuelle, nous ne la trouvons peut-être pas optimale. Je pense qu'elle pourrait peut-être s'améliorer pour l'évaluation des besoins. Mais autre que la formule qui est utilisée actuellement, là, je pense, comme on disait, qu'il y a d'autres avenues à regarder également. Je sais que vous travaillez dans l'intérêt de la population. Vous avez fait des demandes, en fait, vous avez fait des propositions, parce que nous, ici, on travaille sur des horaires de ce qu'on appelle de faction, des horaires 7-14. Pour les gens qui savent pas de quoi on parle, qu'est-ce que c'est, M. Nadeau? Un horaire 7-14, c'est un horaire où les paramédics sont de garde 7 jours consécutifs ou tout dépendant comment ils ont fait l'étalement sur une période de 24 heures. Les gens, ils sont à domicile, puis lorsqu'ils reçoivent un appel, se rejoignent. Il faut partir effectuer l'appel. Ça, c'est le type d'horaire de faction qu'on a. C'est sûr et certain que ce type d'horaire-là n'est pas parfait quand on regarde le temps réponse. Sauf que moi, je pense qu'il faut regarder encore là un petit peu plus loin. Si on modifie ce type d'horaire-là, tout en gardant le même nombre de véhicules, ça sera optimal. Sauf que si, pour transformer ces horaires-là, on doit réduire à cause de des budgets, exemple, le nombre de véhicules, là, on n'est peut-être pas gagnant. Parce que les véhicules, oui, les TA, les paramédics peuvent être assis à bord du véhicule, sauf que s'ils partent de plus loin, est-ce qu'on gagne au niveau du patient? C'est ça qu'il faut se poser comme question. C'est comme je vous dis, c'est sûr que si on garde le même nombre de véhicules, qu'on fait seulement modifier les horaires, c'est une chose. Là, on va gagner du temps-réponse. Mais si on doit réduire le nombre de véhicules, c'est une autre problématique. Dans un souci d'équité, est-ce qu'il n'y a pas d'autres façons qui pourraient permettre à tout le moins? Parce que là, quand on est sur des horaires, bon, il faut savoir que le paramédic sera avisé par téléavertisseur, peu importe où il va se trouver. Quand il est sur son quart de travail, règle générale, il est à la maison. Mais est-ce que ça serait plus avantageux d'avoir des gens à caserne sur des chiffres de 40 heures semaine, M. Nadeau? Ben oui, ça peut être plus avantageux. Comme je vous disais, le temps de réponse est réduit du temps que les paramédics doivent se rejoindre. Sauf que la question qu'il faut se poser, est-ce qu'on peut garder le même nombre de véhicules? Moi, si on me propose des horaires à l'heure en réduisant le nombre de véhicules, ben je suis pas certain que le citoyen est gagnant dans ça. Mais aussi, il faut aussi bien... Il y a une chose que, puis je veux pas fâcher qui que ce soit, là, mais il y a une responsabilité aussi populationnelle dans ça. Hein. Ben, c'est un peu ce qu'on parle depuis tantôt, là. Il y a les gens qui appellent pour rien, qui utilisent ou qui surutilisent l'ambulance alors qu'ils n'en ont pas réellement besoin. Mais un petit cours d'RCR, ça pourrait faire la différence aussi, hein? Absolument. Je sais que, bon, il y a peu de gens, peut-être, qui suivent ce type de formation-là, mais il faut surtout, c'est bête ce que je vais vous dire là, mais il faut surtout pas attendre nécessairement après les paramédics pour sauver une vie. Les gens qui connaissent la RCR, quand il y a des défibrillateurs automatiques d'implanter un peu partout, les gens qui ont une connaissance de base de l'utilisation de ces appareils-là, c'est ces gens-là qui sauvent le plus de vies. Il faut pas tout le temps dire, aussitôt qu'il y a une problématique, on se rabat sur le réseau du service ambulancier. Il faut aussi que les gens prennent conscience que leur intervention est importante, parce que dans les meilleurs cas, même, la personne qui a le plus de chances de sauver une vie, c'est le témoin. C'est lui qui voit l'événement se produire, puis qui sait comment réagir à cet événement-là. C'est ça qui sauve le plus de vies.
Est-ce qu'on pourrait, dans un monde idéal, permettre aux paramédics d'en faire plus? Je vous dirais que présentement, les tâches des paramédics ont augmenté, puis continuent à augmenter de façon assez importante. Puis oui, c'est sûr qu'avant, on parlait beaucoup de soins avancés. Maintenant, on parle plus des soins requis. Donc, des soins des soins qui font une différence là dans une courte période. C'est sûr que l'ambulance remplacera jamais l'urgence. Sauf qu'il y a encore certaines techniques ou médicaments qu'on pourrait administrer pour essayer de diminuer la mortalité ou la morbidité. Mais actuellement, ça progresse bien dans ce sens-là. Ça, il y a quand même beaucoup de choses. Mais est-ce qu'il y a des services que vous pourriez offrir qui pourraient permettre de désengorger les urgences? Moi, je pense qu'on serait rendu à l'heure actuelle à commencer à avoir un rôle un peu plus communautaire. Vous savez, beaucoup d'hôpitaux ont des programmes pour les maladies chroniques, de maintien à domicile. C'est sûr et certain que nous, quand on est en stand-by sur le coin d'une rue, qu'on n'est pas en appel, il n'y aurait rien qui nous empêcherait, les paramédics à faire l'évaluation de ces patients-là. Puis d'envoyer les données de l'évaluation qu'ils ont fait au centre hospitalier qui est responsable de ces maladies chroniques-là. Donc c'est sûr, à partir de ce moment-là, si tu utilises des paramédics pour faire la santé communautaire. Du maintien à domicile. Du maintien à domicile, à ce moment-là, du même coup, quand on détecte une problématique de façon plus précoce, ça l'empêche peut-être ce patient-là d'être hospitalisé, ou du moins il se présente à l'urgence puis il n'a pas besoin d'être hospitalisé. Après quelques soins que le médecin lui a administrés, il retourne à la maison. Sauf que présentement, on n'a pas ce type d'intervention de la part des paramédics. Puis je pense que cette façon de faire-là, ça pourrait nous permettre peut-être d'aller chercher des sous sur le budget global de la santé en diminuant les jours d'hospitalisation. Puis nous permettre également d'avoir un meilleur contact, si vous voulez, avec les patients, voire autre que dans des situations un peu plus urgentes. C'est vraiment intéressant. En tout cas, chose certaine, à voir la façon dont vous traitez ça. Vous prenez ça, un, à cœur, mais deux, aussi dans l'intérêt de la population, hein? Oui, on essaie, c'est sûr et certain notre but premier, c'est les patients. On essaie de trouver les solutions possibles pour le bien-être de la population. Mais comme je disais, les gens aussi doivent s'impliquer dans ça. Puis c'est pas rien que la population, c'est autant, vous savez, maintenant, il y a beaucoup de gens qui se réunissent dans des endroits qui sont, nous on appelle ça des RPA, des résidences personnes âgées. Puis encore là, à ces endroits-là, c'est important de sensibiliser les gens qui sont responsables de ces endroits-là, d'utiliser l'ambulance à bonne escient. Autrement dit, quand c'est le temps de l'utiliser, c'est bon de le prendre, mais non, d'utiliser des autres moyens de transport, parce que ça aussi, ça augmente la charge de travail au niveau des paramédics. Pierre Nadeau, merci infiniment d'avoir pris du temps pour nous parler aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Pierre Nadeau, directeur aux opérations chez Cambie.